L'Église du Christ au Congo décide plutôt de se désolidariser des 6 confessions religieuses qui ont signé le PV portant désignation de Denis Kadima. L'ECC a durci le ton contre les autres composantes religieuses et contre le gouvernement également. Quel avenir pour leur charte? Vous suivrez la réaction d'un juriste. Est prévu pour ce 3 décembre, l'élection des gouverneurs de 13 provinces pourrait être décalée. Le gouvernement a officiellement saisi la CENI pour demander un report de 30 jours pour des raisons techniques et administratives. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a signé l'arrêté révisant les conditions d'admission dans les facultés de médecine en RDC. Mouindo Nzangi rehausse plutôt les critères. Le pourcentage pour la participation au concours d'admission pour les autres sections que les humanités scientifiques est passé de 70%. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50, coopération RDC-Israël. En séjour officiel en Israël, le chef de l'État a été reçu par son homologue Isaac Herzog. La cérémonie a eu lieu hier au palais présidentiel. Il était avec la presse présidentielle. La grande rencontre a eu lieu ce mercredi 27 octobre 2021 entre le président Isaac Herzog et son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au palais présidentiel israélien. Le président de la République et son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, ont été accueillis par le couple présidentiel de l'État hébreu avant d'être conviés à saluer les officiels présents au palais présidentiel. Les 2 chefs d'État se sont aussitôt après retrouvés pour un tête-à-tête pendant que leurs épouses respectives se sont retirées pour des échanges entre premières dames. À l'issue de leur entrevue, le président israélien Isaac Herzog a salué le leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui, a-t-il souligné, incarne un avenir radieux pour l'Afrique et pour la RDC avant de mettre en exergue la particularité des relations séculaire entre Jérusalem et Kinshasa. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a inscrit sa visite d'État dans le cadre du renforcement du partenariat entre la République démocratique du Congo et Israël dans divers domaines, notamment des infrastructures, de la sécurité, de l'environnement, de l'agriculture et du numérique. À noter aussi que le président israélien a exprimé l'espoir de la concrétisation de l'ouverture d'une représentation diplomatique de l'État hébreu à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et en sécurité dans la partie orientale du pays, une forte délégation des femmes des provinces touchées par ce fléau sont à Kinshasa pour un plaidoyer. Hier mercredi, elles ont été reçues par le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, dans le cadre de leur combat. Elles viennent de plusieurs structures de la société civile de Goma, Ituri, Walikale et Bunia. Elles ont dit leur ras-le-bol au président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, à cause de l'insécurité et tueries dans leurs provinces respectives. Toutes leurs revendications sont résumées dans un mémorandum qu'elles ont remis au speaker de la Chambre haute du Parlement. Elles sont à Kinshasa pour faire un plaidoyer auprès des autorités nationales afin que l'Est du pays retrouve la paix. Le président du Sénat leur a fait part de la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, de faire rétablir la paix dans l'Est du pays. C'est par rapport à la sécurité que nous vivons et nous avons besoin de la paix. En fait, si les femmes se sont unies, c'est pour essayer de brosser auprès des autorités la vraie réalité sur le terrain. Le message fondamental, c'est que nous avons besoin de la paix. Et s'il y a moyen que les stratégies soient revues vraiment pour que la paix revienne chez nous. Nous sommes fatigués avec les massacres. Les questions des développements de la province de la Tchopo, de l'insécurité en passant par l'eau potable pour la population, le gouverneur intérimaire de cette province les a signifiés au président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. L'office du terroir dit s'être adressé à l'Institut Émanation des provinces et autorités budgétaires pour que cette dernière, à son tour, plaide auprès du gouvernement central afin que ces projets connaissent une réalisation dans un bref délai selon la vision du chef de l'État,
a-t-il souligné. Le président du Sénat, toute oreille, a promis de faire un plaidoyer auprès du gouvernement central qui a reçu mission de s'occuper du social de la population. Et la population doit s'approprier l'état de siège pour le retour de la paix dans l'est du pays. C'est l'essentiel du message lancé par le maire de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal Kabouine John, lors d'une rencontre de sensibilisation tenue hier, mercredi 27 octobre. L'appel au soutien des forces armées lancé par les commandants des opérations à Ituri, le lieutenant général Luboya Kashama Johnny, trouve de plus en plus sa place au sein de la population iturienne qui manifeste un engagement indéfectible d'accompagner l'état du siège vers la tête de ses objectifs. La paix ou rien, voilà la cause qui réunit en ces jours la population autour des autorités militaires et policières de l'état du siège au terrain Soukissa, situé au quartier Horo, à l'entrée sud de la ville de Bunia. Dans cette rencontre de redynamiser les relations civilo-militaires, le maire de la ville, le commissaire supérieur principal Kabouine John, appelle la population de la ville de Bunia à faire preuve d'une collaboration étroite avec l'administration militaire pour l'aboutissement de l'état du siège. Raviver le patriotisme, faire confiance aux forces armées, combattre les antivaleurs, telles sont les recommandations formulées à l'endroit de la population. Vous savez bien que ce quartier Horo, c'est le quartier le plus réputé chaud de la ville de Bunia. Le quartier où il y a trop de bandits, où il y a parfois même des tueries. Nous étions obligés, sur instruction du gouverneur de province, de descendre sur place, de venir sensibiliser cette population pour qu'elle se désolidarise de ces assaillants. Signalant qu'à nos jours, plusieurs agglomérations sont sécurisées par la police, y compris la ville et ses environs, qui écument l'ère de la paix à la suite du rapprochement civilo-militaire, comme voulu par le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de FARDC et PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis faisons un tour à l'école nationale d'administration où Jean-Marie Kassamba a dispensé le cours de communication institutionnelle. C'est une tâche à laquelle il se dévoue depuis maintenant 7 ans avec énormément d'amour, des tacts et de savoir-faire. Les énarques, ses étudiants et lui-même se sont confiés à nos journalistes. C'est également une matière qu'il maîtrise à la perfection. Chef d'entreprise, journaliste de carrière et de renom, Jean-Marie Kassamba dispense également des cours dans plusieurs hauts établissements du pays. C'est jeudi, il est l'enseignant du cours de communication institutionnelle à l'École nationale d'administration. Avec une approche aussi rigoureuse que conviviale, Jean-Marie Kassamba apprend à cette jeunesse les attitudes et habitudes d'un cadre dans une institution. Captivé et admiratif du mythe Jean-Marie Kassamba, certains ont même du mal à aller en pause. Ils veulent l'écouter encore et encore. Non seulement il a l'expérience de la matière qu'il dispense, mais également il a cette pédagogie-là en lui. Il sait transmettre la matière qu'il a. En tout cas, il met tout le monde à l'aise dans le cadre de son cours. Déjà, le cours se passe très bien. Le professeur maîtrise bien sa matière. Il n'a pas forcément besoin de recourir à un manuel ou quoi que ce soit. Donc, et il le dispense très bien. Donc jusque-là, ce n'est qu'une partie, mais nous sommes vraiment satisfaits. Avouez que nous avons la chance, si pas la grâce, d'avoir parmi nous un des chevronnés en la matière, la personne de M. Jean-Marie Kassamba. Je pense que le cours jusque-là, en tout cas, ça se passe très bien. C'est un monsieur qui comprend bien la matière. Il interagit avec tout le monde, il répond à toutes les questions. En tout cas, pour moi, il maîtrise très bien et c'est un plus pour nous de l'avoir aujourd'hui. Pour l'homme, passionné du Congo, ceci est un sacerdoce. Ayant lui-même évolué dans l'école de la rigueur et de l'excellence, au point d'en faire son mode de vie, JMK ne veut pas offrir d'à peu près à ceux à qui le Congo doit être confié de manière imminente. C'est pour moi une passion et à la fois une obligation de me concentrer sur la formation de la jeunesse. Ça fait 7 promotions maintenant que je viens ici pour donner les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être à ces jeunes qui constituent un peu l'élite pour notre pays. Parce que ce Congo a connu beaucoup de problèmes, de dépravation de mœurs. Il faut aujourd'hui
que nous qui avons eu la chance d'être bien formés, nous qui avons la technique, nous qui avons parfois l'ambition de changer le paradigme dans notre pays, que nous continuons à former ces jeunes parce que ce pays ne changera que lorsque il y aura les meilleurs qui seront aux commandes et qui aura le privilège de l'intelligence à la tête de la RDC. Depuis 7 ans, cet établissement injecte les meilleurs éléments qui soient dans l'administration publique. Ses principales missions sont entre autres assurer la formation des agents de carrière de services publics de l'État, participer au recrutement des hauts fonctionnaires de l'administration publique et différents services publics de l'État. Et je l'avais dit dans le sommaire, l'Église du Christ au Congo annonce sa rupture avec les 6 confessions religieuses ayant signé le PV désignant Denis Kadima comme nouveau président de la CENI. Un durcissement de ton qui intervient après la mise en place du très controversé nouveau président de la CENI. Cette auto-exclusion de l'ECC a-t-elle des conséquences sur l'avenir de la charte qui régit les confessions religieuses? Charles Mouchizi a répondu à quelques questions de Fabien Lumbala, on l'écoute. Il est bon que la loi soit retouchée et cela est une proposition qui fuse de nous depuis pas mal d'années. Mais de fait, puisque la composante confession religieuse n'est plus une composante, elle se dissout de l'intérieur, elle donne justement au législateur toutes les possibilités et l'ouvre au législateur la possibilité de revoir la loi, ne serait-ce que sur cet aspect de composante. Il faut considérer dans la législation à venir que les églises constituent des organisations de la société civile au même titre que toutes les autres et qu'il est bon que la société civile soit renforcée dans son unité pour pouvoir statuer sur les choix de ses représentants au lieu de l'émietter, de la diviser en mettant l'église d'une part et les autres organisations d'autre part. Non, à ce jour, l'équipe qui est déjà désignée pour diriger la CENI et pour être membre de la CENI ne peut plus être affectée par toute modification de la loi. Parce que non seulement qu'ils ont déjà été entérinés par ordonnance du chef de l'État, qui est cette ordonnance, c'est l'acte qui donne plein pouvoir, qui confirme la qualité, mais aussi ils ont déjà accompli la formule sacramentelle qui est la prestation de serment et qui est la condition de forme pour confirmer la qualité en vertu de laquelle ils vont travailler à la CENI désormais. Donc cette qualité ne peut plus être remise en cause. Par contre, qu'elle intervienne aujourd'hui, demain ou en 2023, la réforme de la loi organique de la CENI et de la loi électorale n'aura d'effet que pour l'avenir. Elle ne peut plus agir pour ce qui est passé. Il y a en fait le principe de la non-rétroactivité des lois. Les lois ne sont réformées que pour disposer pour l'avenir. Voilà, c'était Charles Mouchizi Mugaga, juriste et également activiste de droits de l'homme. Dans l'actualité également, c'est une interview des vérités. Apparemment, le cardinal Ambongo accuse le parti au pouvoir de faire une fixation contre l'Église et d'avoir tourné le dos aux valeurs qu'il défendait lorsqu'il était dans l'opposition. Les deux institutions se regardent aujourd'hui en chien de faïence. Répondant aux questions de Jeune Afrique, le cardinal n'est pas passé par 4 chemins. Il a critiqué l'investiture de Denis Kadima et se dit très déçu et dénonce les menaces, insultes et intimidations dont il est victime de la part des membres de l'UDPS. Fridolin Ambongo dit ne plus se sentir en sécurité dans la capitale. Et l'élection des gouverneurs n'aura plus lieu ce 3 décembre. Le gouvernement a demandé officiellement son report de 30 jours. C'est le vice-ministre de l'Intérieur qui a saisi officiellement la CENI et officiellement c'est suite à des contraintes d'ordre administratif que le gouvernement a exigé ce report. Prenons autre chose à présent, double cérémonie à la commission de droits de l'homme. D'une part, la formation des membres du comité permanent des préventions de torture sur les instruments de lutte contre la torture et les techniques d'enquête d'identification des victimes et d'autre part, un atelier de formation des membres des mécanismes de lutte contre la corruption. Plusieurs
Plusieurs autorités et différentes personnalités se sont retrouvées dans un moment pédagogique sur le droit de l'homme donné par la Commission nationale des droits de l'homme. C'est une double cérémonie. D'un côté, l'atelier des formations sur les instruments de lutte contre la torture et les autres peines et traitements cruels, inhumains et dégradants, la technique d'enquête et identification des victimes en résidence Pierre Glaver. Et l'autre côté, c'est l'atelier des formations de membres des mécanismes de lutte contre la corruption basés sur la thématique lutte contre la corruption et les droits de l'homme. La Commission nationale des droits de l'homme envisage apporter un changement positif en RDC sur la reconnaissance et le respect des droits humains. Pendant plusieurs heures, les requérants devront recevoir différentes matières qui pourront leur servir des techniques didactiques pour bannir sensiblement la corruption et faire respecter le droit de l'homme en RDC, comme témoigne le président de la CNDH. La Commission nationale des droits de l'homme, en tant qu'élément dérouage du système de protection des droits de l'homme au niveau national, a aussi un rôle à jouer dans la lutte contre la corruption. Elle participe au suivi de la mise en œuvre effective des normes internationales de droits de l'homme au niveau national, dont celles relatives à la corruption. Pendant que les assises de lutte contre la corruption sont clôturées, l'atelier des formations sur les techniques d'identification des victimes, des tortures et autres traitements inhumains vont se clôturer le 29 octobre au même endroit, avant de lancer les bénéficiaires de cette formation sur terrain pour un travail. Le ministre Mouindo Nzangi a, dans un arrêté signé récemment, fixé les conditions de recrutement des étudiants en premier graduat ou première licence LMD dans la faculté de médecine. Dans son article 3, l'arrêté ministériel signifie en clair que les diplômés d'État de la section scientifique peuvent participer au concours d'admission à la faculté de médecine, peu importe le résultat obtenu. Mais par contre, ceux des autres sections doivent présenter un diplôme avec au minimum 70% pour participer au concours d'admission. Les autres articles de l'arrêté reviennent sur la nécessité de l'organisation du concours, notamment la condition d'inscription liée à la réussite, mais aussi le quota d'inscription réservé à chaque établissement à travers l'instruction académique de l'année. Et sauf changement, la motion de déchéance contre le gouverneur du Sankourou, Joseph Moukoumadi, sera examinée ce jeudi à l'Assemblée provinciale. La population de Lusambo était hier dans la rue en soutien à cette démarche des élus provinciaux, mais des éléments de la police ont été signalés au siège de l'organe délibérant où doit se tenir normalement la plénière. Dernières heures pour le gouverneur du Sankourou, Joseph Stéphane Moukoumadi, visé par une motion de déchéance initiée par les députés provinciaux Jean Pongo, qui a déclaré suivre la voix de la population sankouroise. Cette motion de déchéance sera, sauf changement de dernière minute, examinée ce jeudi 28 octobre par la plénière de l'Assemblée provinciale, qui n'a pas pu siéger hier mercredi faute de quorum. Téné Moukoumadi Joseph est l'un des gouverneurs de la République démocratique du Congo qui, depuis son élection en 2019, n'a jamais présenté son programme de gouvernance devant la plénière de l'organe délibérant, tel que le recommandent les textes élémentaires du pays. Il a été plusieurs fois l'objet des critiques dans l'opinion à cause de sa gestion jugée subjective par certains. Joseph Stéphane Moukoumadi, tombeur du député national Ambert Mende à l'élection de gouverneur et vice-gouverneur, a été pour la première fois déchu par l'Assemblée provinciale avant d'en bénéficier du soutien du parti présidentiel où il a adhéré juste après sa victoire à l'élection de gouverneur et vice-gouverneur en 2019. Depuis lors, il a dirigé la province malgré les cafouillages illimités qui règnent jusque-là entre l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale du Sankourou. Déchu en 2019, le gouverneur de la province, Joseph Stéphane Moukoumadi, se trouve de nouveau sur une chaise éjectable, car ayant perdu le soutien de la majorité des députés sur 25 que compose l'Assemblée provinciale du Sankourou. Pendant ce temps, la population de la ville de Lusambo, chef-lieu de la province du Sankourou, était massivement descendue dans la rue ce mercredi.
Et l'information vient à peine de nous parvenir. Joseph Stéphane Mukumadi, gouverneur du Sankourou, vient d'être destitué par la majorité absolue des députés provinciaux qui ont voté pour la motion de déchéance. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, un protocole d'accord a été signé à Goma, dans la province du Nord Kivu, entre FPMA, SA et la coopérative Akiba Yetu. C'est une initiative capitale pour les populations de cette province car elle va aider les micro et moyennes entreprises d'accroître leurs revenus. Ce contrat de partenariat signé à Goma entre le FPM-ISA et la coopérative Akiba Yetu vise à appuyer cette coopérative pour un accroissement de son portefeuille. Pour les gérants de cette COPEC, Henri Mouzaliwa, cet accompagnement du FPM-ISA est d'une importance capitale car désormais leurs clients seront bien servis. Leur accompagnement vient en appui de ce que nous faisons déjà et c'est très très important pour les membres que nous encadrons. Donc il faut dire qu'il y a tout un management des institutions et il n'y a aucun management qui marche sans partenariat externe. Parce que si vous travaillez vous-même, vous aurez tendance à penser que vous donnez le meilleur de vous-même, alors que si vous signez d'autres partenariats externes, ça peut vous permettre de voir ce que jusque-là vous ne faites pas pour que vous puissiez les réaliser. Le directeur général du FPM-ISA, Carlos Kalambay, a pour sa part souligné que c'est après 2 ans de tractations avec la COPEC Akiba Yetu qu'on est arrivé à ce partenariat. Il précise par ailleurs que cette cérémonie marque un bon départ pour aider les personnes à faible revenu. Notre souci, c'est de créer un noyau d'institutions financières qui soit très solide et qui sera au service tout justement des micro, petites et moyennes entreprises. Et pour y arriver, nous avons 2 branches. Il y a la branche assistance technique qui est le FPM ASBEL et puis nous avons la branche refinancement qui est le FPM-SA. Notons que les FPM-ISA est un fonds multibailleur qui soutient la construction et le développement d'un système financier inclusif, solide et responsable en favorisant les financements des micro, petites et moyennes entreprises par les institutions financières, à savoir les banques, les COPEC et les IMF, cas de la COPEC Akiba Yetu. Et dans ce même cadre, une convention a été signée entre le FPMA SA avec la société de microcrédit SMCO. C'est justement un partenariat qui pourra donner désormais de crédits allant jusqu'à 3 ans. La cérémonie s'est déroulée toujours dans la ville de Goma. C'est un nouveau partenariat signé à Goma entre le FPM-ISA et la société des microcrédits congolais. Une façon pour le FPM-ISA de soutenir la croissance du portefeuille de la SMICO et contribuer à réduire la pauvreté. Le directeur général de la SMICO Pacifique Matabaro Ndangano précise que ce prêt va permettre d'octroyer désormais des crédits à 3 ans, ce qui n'était pas avant. Comme vous le savez bien, non seulement on collecte l'épargne, non seulement on a les fonds propres en termes des actions pour le propriétaire, mais également on a des emprunts qui nous permettent aujourd'hui d'aller par exemple sur des crédits à 3 ans, des crédits d'investissement, ce qu'on ne faisait pas avant. Le directeur général du FPM, Carlos Kalambay, souligne pour sa part que sa structure est déterminée à continuer à financer les institutions financières, mais cela à certaines conditions. Comme vous le savez, le secteur financier congolais reste assez fragile. C'est un secteur qui reste très embryonnaire et pour cela, ça nécessite de notre part tout justement de passer par plusieurs analyses pour voir des institutions qui font preuve de certaines performances financières. Mais deuxièmement, ça doit être des institutions qui ont un certain ancrage social, parce que nous sommes entre les deux, c'est-à-dire qui ont un objectif communautaire assez remarquable. Rappelons que la Société des microcrédits congolais est une institution des microfinances créée en décembre 2009 par un groupe d'anciens banquiers belges et congolais qui ont un fort attachement à la région et au développement des communautés du Cal du Kivu et de la partie est de la RDC. La SMICO, des IMF, de l'est de la RDC avec un réseau de 6 agences situées à Goma, Bukavu, Uvira, Kalemi, Bunia et Kisangani. L'institution prévoit de s'étendre sur les autres régions du pays, prioritairement à Lubumbashi, au sud-est du pays.
Et en sport, en Vodacom Ligue 1, vous le savez, V-Club s'est adjugé de nouveau le derby de la capitale en s'imposant 1-0 face au Daring Club Motema Pembe. Une victoire qui vient bander la plaie des Moscovites après l'élimination en Coupe de la Confédération. Retrouvez en images et commentaires le ton fort de ce match dans ce résumé de Christian Bokaya. L'association sportive V-Club a réussi à maîtriser de nouveau son éternel rival, le Daring Club Motema Pembe, après son élimination précoce en Coupe de la Confédération de la CAF. Dans ces vieux derbys de Kinshasa, les Moscovites et Tupamaros se sont donnés à fond dès l'entame du match pour présenter d'abord le beau jeu, mais surtout créer la différence. V-Club réussira à trouver le chemin du filet à la 35e minute de jeu par l'entremise de Merveille Kikassa qui décrochait une frappe à l'entrée de la surface après un bon service de Jacques Temo-Pelé. C'est sur le score d'1-0 que les 22 acteurs vont regagner le vestiaire. Au retour des Citrons, le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final, malgré des occasions de but obtenues de part et d'autre. Bien avant ce match, les académiciens des Rangers se sont imposés petitement face à l'Étoile du Kivu. Les guerriers de la JS Groupe Bazano ont chuté face aux Kamikazes de Lubumbashi Sport 1-2. Toujours dans la capitale que préfère, le tout-puissant Mazembe Anglebert a étrillé les Salésiens de Don Bosco. Au classement partiel de cette 27e édition, les cheminots du FC Saint-Éloi Lupopo mènent la danse avec 13 points, suivi des Rangers 12 points, ex-aequo avec Don Bosco qui est 3e. V-Club vient en 4e position avec 10 unités et Mazembe 5e avec 9 points en 3 matchs joués. Et en international, c'est désormais officiel. Ronald Koeman n'est plus entraîneur du FC Barcelone. Le coach néerlandais a été licencié par le club catalan après la défaite 1-0 hier face à Rayo Vallecano. C'était un 3e revers en 4 matchs de championnat. Selon certains médias espagnols, Javi Hernandez est pressenti comme le prochain entraîneur du club catalan. Et en culture, le célèbre Majabou a lancé son premier studio d'enregistrement sonore et musical. Neema by Majabou, c'est le nom, est un studio répondant aux normes internationales dans le domaine. C'est le tout premier studio de ce genre en Afrique centrale. Le très célèbre Majabou a dû faire venir à Kinshasa les matériels dernier cri présents sur le marché de la musique. Pour son lancement, ambassadeurs du concours, artistes musiciens invités et les dernières recrues ont fait le déplacement pour l'inauguration du plus grand studio d'enregistrement de musique gospel high-tech de Kinshasa. C'est le directeur technique du studio qui procède à la coupure du ruban symbolique. La régie est dotée d'un matériel à la pointe de la technologie, notamment d'une console analogique et numérique S6 à vide qui peut aller au-delà de 70 pistes grâce à un système Dante. Pour un des leaders de la musique chrétienne en RDC, ce studio va améliorer les conditions d'enregistrement des œuvres musicales et décomplexer les artistes congolais. Nous avons des studios, je ne peux pas dire que nous avons toujours des bons studios, des bons ingénieurs, surtout aussi de bons ingénieurs qui se débrouillent parfois avec le matériel inadéquat ici. Mais avec l'arrivée de ce grand studio tel qu'on le voit, vraiment on doit dire ouf, enfin. Nous avons besoin d'un tel outil. Dieu soit loué, au standard vraiment international. Nous bénissons le Seigneur pour cette œuvre grandiose qui s'est faite ici à Majabou. Neema by Majabou dispose d'une isolation phonique répondant aux derniers standards, des cabines d'enregistrement des grands chœurs ainsi que d'une régie mixage et mastering avec système de communication via vidéo. Les studios disposent aussi des matériels de duplication et impression des CD ainsi qu'une application pour le partage sur les autres plateformes électroniques. Place au rappel des titres à présent. L'Église du Christ au Congo décide de se désolidariser des 6 confessions religieuses qui ont signé le PV portant désignation de Denis Kadima. Les CCA durcit le ton contre les autres composantes ainsi que contre le gouvernement. Quel avenir pour leur charte? Vous avez suivi la réaction d'un juriste.
est prévue pour ce 3 décembre. L'élection des gouverneurs des 13 provinces pourrait être décalée. Le gouvernement a officiellement saisi la CENI pour demander un report de 30 jours pour des raisons techniques et administratives. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a signé l'arrêté révisant les conditions d'admission dans les facultés de médecine en RDC. Moïndo Nzangi rehausse les critères. Le pourcentage pour la participation au concours d'admission pour les autres sections que les humanités scientifiques est arrêté à au moins 70%. Restez avec nous pour la suite de l'actualité. Et la suite, vous avez compris, c'est la revue de presse avec Bédrine Kenge qui fait son entrée de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue à vous, Bédrine. Bonjour Gaëtan et merci. Merci. Les journaux parus ce jeudi reviennent encore sur les réactions des confessions religieuses et politiques au sujet de la confirmation des nouveaux animateurs de la CENI. Tout à fait, Gaëtan, et commençons par celle de Fridolin Mbongo. Je l'ai vu exploité dans votre journal. D'après Politico.cd, le cardinal Fridolin Mbongo a déclaré que si le peuple ne se trouve dans la même situation qu'autrefois, nous, c'est-à-dire l'Église catholique, va reprendre le combat. Au cours de cette interview accordée au site panafricain Jeune Afrique, reprise par Forum des As, le prélat catholique a aussi ajouté qu'il ne se sent plus en sécurité à Kinshasa, une affirmation justifiée par le fait que les évêques connaissent le tireur de ficelle, mais ils ignorent quand même ce qui sont manipulés. Pour le cardinal Mbongo, il peut être un conducteur de moto, un automobiliste ou un piéton. Et l'archevêque de Kinshasa regrette que le chef de l'État n'ait pas entendu la Senko et les CC à ce sujet. De son côté, l'Église du Christ au Congo décide cette fois-ci de rompre avec les 6 autres confessions religieuses qui avaient désigné Denis Kadima comme président de la centrale électorale. Rapporte cette fois-ci 7sur7.cd. Dans sa déclaration, l'ECC a rappelé au gouvernement que la gratuité de l'enseignement de base ne doit pas sacrifier la qualité de l'enseignement et le vœu du personnel enseignant, souligne le confrère. Et concernant la recomposition de l'échiquier politique avec la création du front patriotique entre le FCC et la Mouka, et Ensemble pour la République, et ainsi que le CLC pour réclamer justement la dépolitisation de la CENI, Augustin Kabouya, cité par Congo Enfants.net, le qualifie des enfants prodiges qui sont de retour chez leurs parents. Joseph Kabila, selon le secrétaire général de l'UDPS, et Jean-Pierre Lissanga Bunganga, cité par Forum des As, dans une autre page, a dénoncé que le président Tshisekedi s'est impliqué activement dans la farce de mauvais goût du citoyen Mbosso, nostalgique des méthodes anarchiques du MPR, parti-État décrié autrefois par l'UDPS et autres personnalités politiques. Et en dehors de nos frontières, la restitution des œuvres d'art au Bénin par la France fait la une des plusieurs sites. Effectivement, la France a acté hier, lors de la cérémonie de revoir des œuvres d'art béninois, la restitution de 26 objets culturels exposés au musée du Quai Branly à Paris. Dans son pays d'origine, nous rapporte Radio France Internationale, et le retour au bercail devrait être définitif le 10 novembre prochain. Entre-temps, au pays, le gouvernement s'apprête à accueillir ce bien culturel de main de la France, et sans doute figé dans leur éternité immuable, elle n'espérait pas revoir un jour la terre qui les a vus naître, commente l'observateur Palga cette fois-ci. Et pourtant, dans 2 semaines après la signature de l'acte de transfert à Élysée, en présence d'Emmanuel Macron et Patrice Talon, tous 2 présidents français et béninois, ces œuvres vont retrouver la terre de Bénin. Et Bernard Dulon, marchand d'art et membre du collectif d'Antiquaire, qualifie ce transfert d'hypocrisie totale, dans la mesure où on a pillé les continents africains depuis 1000 ans avant Jésus-Christ. On continue à les faire jusqu'aujourd'hui, et on voudrait faire croire qu'en rendant 3 masques et 4 fétiches, on va se dédouaner. C'est un peu délicat pour lui. D'après ce marchand d'art, c'est un problème de politique mis en avant par le gouvernement français. Et dernier sujet, on lui donne 1 semaine à vivre son mariage organisé en 48 heures. Vous imaginez, Bédrine?
Oui, Gaëtan, après un nouveau diagnostic vital étonnant court posé pour Anne Roudoc, 56 ans d'âge, souffrant du cancer de poumon, l'hôpital a réussi à organiser pour elle et son fiancé Kate Perse, 55 ans d'âge, un mariage dans 48 heures pour une femme en phase terminale qui venait tout justement d'apprendre qu'elle ne restait qu'une semaine à vivre, a relaté BBC et relayé par 7sur7.be. Merci Bédine Kenge pour cette lecture. Merci à vous autant. C'est par ici que ce journal prend fin. Merci infiniment de votre fidélité. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.